Allez. J'ai compris. Donc, bonjour à tout le monde. Et je remercie beaucoup le docteur Ganassia avec qui nous coopérons, je crois, depuis au moins 2012, d'avoir pris le temps pour nous faire ce webinaire sur la thermoablation, qui est une technique très prometteuse qui, je pense, pourrait être utile à un certain nombre de patients et en leur permettant de garder leur thyroïde, mais qui n'est pas encore assez connu et qui rencontre surtout aussi des problèmes de prise en charge. Mais déjà, après ce webinaire, on en saura beaucoup plus et puis nous sommes en train d'œuvrer pour que les choses changent à l'avenir, mais ça sera peut-être encore un peu long. Donc, Et bienvenue à Edouard Ganassia et on va commencer la présentation. Ah Sonia, ja. vous pouvez couper Oui. le micro, s'il vous plaît? Merci. Très bien, Béate, quand tu veux. Oui, vas-y. Très bien. Alors, je partage mon écran. Très bien, donc bonjour à tous. Nous sommes ici pour parler donc de la thermoablation des nodules thyroïdiens, ce que j'ai appelé moi-même une page d'histoire finalement de ma spécialité, qui est la thyroïdologie. Alors, toujours dans les présentations, on a des conflits d'intérêts. Ben, mon conflit d'intérêt majeur, c'est que Béate est une grande amie dont j'admire le travail, que j'admire. Euh, et, euh, et bien sûr, elle peut témoigner de ma conviction, en fait, de ce que j'ai appelé l'ardente nécessité d'autonomiser nos patients et d'en faire nos partenaires de travail dans la gestion de leur santé. Ma présentation va refléter ça. Alors, j'aurais pu me contenter de vous parler de la thermoablation, de la technique elle-même. C'est une technique nouvelle, mais qui a quand même presque 20 ans dans le domaine de la thyroïde et qui est bien plus ancienne, hein. Les Égyptiens cautérisaient les plaies de leurs malades il y a plus de 3000 ans. Et c'est une technique qui permet donc de traiter les nodules en respectant la thyroïde. D'emblée, pourquoi est-ce que je précise ça? Parce qu'en fait, un nodule, c'est quoi? C'est une boule qui est dans la thyroïde comme un noyau dans une pêche. Donc on me demande souvent pourquoi on ne retire pas le nodule, parce que la chirurgie, malheureusement, ne permet pas de retirer le nodule sans retirer le lobe qu'il contient, puisqu'il y a un risque de saignement. Donc on est obligé de sacrifier finalement l'ensemble, ou au moins la moitié du fruit. Donc, je n'aurais pu vous parler que de la thermoablation, mais vous parler d'un traitement sans parler de la maladie qu'il traite, bah, finalement, ce serait de voir que l'arbre qui cache la forêt. Et finalement, ces maladies, nodules thyroïdiens et goites, mais nodules thyroïdiens en particulier, en fait, est-ce que c'est vraiment une maladie? Alors, la thermoablation des nodules thyroïdiens, c'est une histoire. C'est une histoire de peur des patients comme des soignants. C'est une histoire d'incertitude en santé et de risque zéro. C'est une histoire de choix des patients. C'est une histoire de décision concertée entre soignants et patients. C'est une histoire de maladie chronique et de comprimés de L-tyroxine. Et finalement, c'est une histoire de mentalité. En tout cas, ce que j'aime à partager avec vous, c'est que pour le praticien, pour le médecin que je suis, pour le soignant que je suis, c'est une merveilleuse aventure thérapeutique qui marque d'ailleurs l'avènement, à mon sens, et j'ai pas peur de le dire, d'une nouvelle vague en médecine. Alors, finalement, la thyroïde, bah, où est-ce qu'on en est? Vous connaissez tous le film de Luc Besson, Le cinquième élément. En matière de thyroïde, le premier élément, ça a été la chirurgie thyroïdienne, qui était avant une chirurgie dont on mourait très souvent. Et M. Kocher, en Suisse, en a fait une chirurgie dont les principes sont encore utilisés aujourd'hui, sûrs et efficaces. Maintenant, le problème, c'est qu'on soignait en enlevant les thyroïdes, mais on le payait d'une hypothyroïdie. Alors, en 1914, M. Kendall a découvert, donc c'est une belle histoire de la biochimie, les hormones, d'accord, pour le dosage qui allait être mis au point plus tard, mais aussi pour les traitements. On traitait avec des extraits thyroïdiens depuis longtemps, mais là, ça allait commencer à être rationnel, donc on allait pouvoir finalement traiter les hypothyroïdies. Puis, en 1940, ça a été l'avènement de la médecine nucléaire avec la scintigraphie avec l'iode radioactif, qui était la première méthode de traitement de maladie de la thyroïde sans opérer, mais on avait encore quand même l'hypothyroïdie malgré tout. Et le quatrième élément, ça a été l'avènement de l'imagerie
échographique, de l'échographie et très vite de la cytoponction, donc de l'étude des cellules au microscope, qui allait permettre d'être de plus en plus précis pour les diagnostics, pour la médecine de la thyroïde. Vous voyez que ce sont des choses qu'on utilise encore aujourd'hui, en 2024. Alors, pour illustrer mon propos, on va voir le cas de Marie. Marie, elle a 26 ans, elle n'a pas d'enfant, elle ne fume pas, et elle a un nodule, que vous voyez bien ici, qui est palpable et visible, et qui devient gênant, non seulement esthétiquement, mais qui la gêne aussi ici. Il y a deux questions qui vont d'emblée se poser, et à Marie et à ses soignants. Est-ce que c'est un cancer, qu'on a une boule qui pousse quelque part, est-ce que c'est un cancer? Et est-ce qu'il faut retirer la thyroïde? Voilà, je veux dire, si on doit résumer les questions qu'on se pose quand on va chez le médecin qui a une boule à la thyroïde, si on ne se les pose pas directement, c'est ce qu'il y a en arrière-plan. Alors, ces nodules, c'est quoi? Un nodule, je vous l'ai dit, c'est une boule dans la thyroïde, c'est une bosse sur la carrosserie de la voiture, qui est faite de quoi? Soit de cellules, c'est un nodule solide, c'est du tissu, c'est de la viande, ou elle est faite de liquide, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un kyste. Et en fait, un nodule dans la thyroïde, c'est un phénomène qui est presque normal. C'est comme les nœuds ou les nouures sur les arbres. C'est une adaptation de la thyroïde aux contraintes qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur du corps pour produire ces hormones, pour faire tourner son moteur. Alors, si on doit voir en chiffres, c'est des courbes qui ont été faites par des chercheurs, bah, on prend globalement pour les femmes 50% de nodules à 50 ans, 40% de nodules à 40 ans. Donc vous voyez, une femme sur deux à 50 ans a un nodule dans sa thyroïde si on met une sonde d'échographie dessus. Il y a des tendances familiales, il y a des tendances régionales. Voilà. Quels sont les risques d'un nodule finalement? Soit le risque, il est local, c'est-à-dire la boule en elle-même, elle prend de la place, elle risque de gêner, ou il peut être général, c'est-à-dire la boule, elle produit des hormones, et elle peut en produire en excès, c'est ce qui donne une hyperthyroïdie. Mais bien sûr, le risque auquel tout le monde pense, c'est bien sûr le cancer qui représente 5 à 15% des nodules. Alors, il y a un paradoxe, parce que d'emblée, quand on s'attelle à la question du cancer, les médecins disent assez souvent, sûrement euh, pour rassurer leurs patients, sûrement un peu pour se rassurer aussi, j'en ai fait partie, disent que c'est un bon cancer. Il y a même eu des livres, souvent qu'on voit dans les congrès de thyroïde internationaux. Donc ils disent que c'est un bon cancer, oui, mais ils agissent comme si c'était un cancer quand même. Et on a, pendant très longtemps, finalement, traité cette mouche, entre guillemets, avec un bazooka, entre guillemets. Alors, pourquoi finalement cette attitude? On peut se dire, mais pourquoi on a enlevé tellement de thyroïde? Pourquoi ça a été longtemps la référence? Ça n'est que mon opinion. Et je vais vous dire, c'est à cause de l'incertitude. La crainte de passer à côté d'un cancer, en fait, justifiait la chirurgie dans presque tous les cas. Et même si la personne hésitait, on avait toujours le petit argument qui faisait mouche. Quand je disais on, je veux parler des médecins, bien sûr. Donc, le petit argument qui allait faire basculer la décision du patient. Alors, en fait, jusque dans les années 90, il faut savoir que les outils dont je vous ai parlé, ils étaient très imparfaits. Les dosages hormonaux étaient moins précis, l'échographie, l'image était nette. Déjà qu'aujourd'hui, la première fois que j'ai appris l'échographie, je ne comprenais pas grand-chose, je ne voyais pas grand-chose sur ces paysages lunaires, mais c'était pire à l'époque. Et la ponction, ça ne permettait pas vraiment d'écarter un cancer. On n'avait pas de recul, en fait, là-dessus. Donc, la devise, c'était hors de question de passer à côté d'un cancer. Et le raisonnement, c'était de se dire, finalement, la chirurgie est, chacun de mes mots est important, considérée comme ayant peu de risques. Et en plus, c'est super, elle permet de faire le diagnostic et de traiter en même temps. Donc voilà, au moins on est rassuré, on saura ce que c'est. Mais malgré tout, donc, oui, il peut s'agir d'un cancer. Mais depuis les années dont je vous parle, les études nous ont amené de nouvelles informations et j'ose le dire, pas d'inquiétude. Je sais que c'est facile à dire, mais pas d'inquiétude, pourquoi? Parce que donc, les études nous ont montré que c'était plutôt 5 à 10% des nodules qui sont cancéreux. Donc, l'éternel optimiste que je suis vous dirait c'est 90 à 95% déjà qui ne le sont pas. Mais surtout, ça nous a montré que dans la grande majorité des cas, le pronostic du cancer thyroïdien est excellent. L'espérance de vie n'est pas modifiée. Et dans de nombreux cas, certes, il faut opérer,
Certes, il faut mettre ce qu'on appelle de l'iode radioactif, qui n'est pas une radiothérapie ou une chimiothérapie. Et dans la majorité des cas, ils sont suffisants pour traiter ce cancer. Et parfois même, les études nous ont appris que certains cancers, on peut les laisser en place, soit en les surveillant, soit en les traitant sans les retirer par la thermoablation, justement. Donc, il faut se le dire, chimiothérapie et radiothérapie sont souvent, pas toujours, mais souvent inutiles. Et faire un diagnostic rigoureux le plus tôt possible permet, bien sûr, un traitement précoce, permet, bien sûr, comme en médecine, plus on traite tôt, mieux c'est. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir le choix. Et ce choix, pour moi, en médecine, il est capital. Alors, ça, c'est une diapositive un peu compliquée, mais j'aime bien en parler avec mes patients. C'est sur le risque zéro. C'est l'OMS qui le dit elle-même. Le risque zéro, il n'existe pas. Donc, on ne se demande pas quel est le risque zéro que j'ai un cancer ou pas, mais plutôt quel est le risque le plus proche de zéro qui est acceptable. Et cette notion d'acceptable, en fait, qui peut y répondre? Est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que c'est acceptable pour le médecin qui a peur de faire des erreurs? Acceptable pour la société? Un des créateurs du score de cytoponction, du score qu'on appelle de Bethesda, peut-être ceux d'entre vous qui m'écoutaient avaient déjà eu une ponction et avaient vu ce mot Bethesda, disait c'est peut-être une société, une culture, une civilisation qui peut répondre à cette question. C'est pas évident, je suis entièrement d'accord, mais c'est avec ça qu'on doit composer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut que vous le sachiez. Certains d'entre nous, médecins, ont appris à ne plus laisser la peur du cancer, que ce soit la peur d'avoir un procès, la peur de passer à côté de quelque chose, se mêler de leurs relations avec leurs patients et de leurs choix. Dans les nodules thyroïdiens, le risque zéro, il mène à une impasse, ou il mène à une époque où on enlevait toutes les thyroïdes. Et donc, du coup, pour un risque zéro sur le nodule, on passait à un risque de l'opération. Donc, nous devons, médecins comme soignants, gérer l'incertitude en dialoguant les uns avec les autres. Et c'est pour ça que le cinquième élément, finalement, pour moi, c'est l'avènement en même temps de ces décisions concertées et des techniques conservatives. En gros, aujourd'hui, d'une ambiance rationnelle, même pas, ou pas trop, peur du cancer. Alors, quand on a un nodule, finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse en place et on le surveille? Ou est-ce qu'on le traite? Et à ce moment-là, de quelle façon? Alors, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi on traite un nodule? Ben, il y a 4 raisons de traiter un nodule. On va traiter un nodule quand on n'a pas pu raisonnablement prouver qu'il est bénin. On va traiter un nodule s'il gêne esthétiquement, s'il gêne physiquement, d'accord, la personne a du mal à avaler, elle sent une gêne, elle ne peut plus mettre d'écharpe ou de cravate, ou même psychologiquement, c'est parfaitement recevable de dire j'ai un nodule, ça me met mal à l'aise, je veux le faire retirer, et personne n'a à juger les gens qui demandent ça. On traite un nodule quand on fabrique trop d'hormones, c'est la fameuse hyperthyroïdie, ou ça, c'est l'argument, je dirais presque le plus discutable, il mesure plus de 4 cm ou qui grossit vite. Parce que là, finalement, bon, il y a des discussions même entre nous médecins, mais c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, on retient de traiter un nodule. Alors, comment on pose un diagnostic rigoureux? À quoi vous, patients, avez le droit quand vous allez consulter pour un nodule? Il y a des recommandations, Béat est dans tous les congrès, elle les partage volontiers avec tous les membres du forum. Il y a une démarche qui repose sur des recommandations précises. Systématiquement, pour tous les nodules, on pose certaines questions, on examine, on fait certaines prises de sang systématiques et on fait une échographie. Et en fonction de cette première vague d'examen, on va proposer ou non de faire un prélèvement qu'on appelle la cytoponction et parfois de faire un examen qui se fait en centre de médecine nucléaire, pas en centre de radiologie, qu'on appelle une scintigraphie qui utilise différents marqueurs. Dans beaucoup de situations, après tout ça, le diagnostic est posé, on sait sur quel terrain on joue, mais parfois, il y a des incertitudes auxquelles on a pu commencer à répondre avec d'autres examens beaucoup plus spécialisés, plus récents, comme la biologie moléculaire, la microbiopsie. Donc voilà un petit peu ce dont on dispose en médecine pour finalement faire quoi? Soit ramener la probabilité la plus proche de zéro pour justifier qu'on laisse le nodule en place ou qu'on ne l'opère pas, ou le plus proche de 100% de cancer pour se dire qu'on n'opère pas pour rien. Et c'est vraiment une course
à pousser les probabilités le plus proche de 0 ou 100%. Alors, une fois les examens terminés, on va disposer à ce moment-là de tous les éléments pour répondre à 3 questions ensemble. Pour y répondre, il faut bien vous dire ce que tous les praticiens spécialisés en thyroïde savent et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est le dogme de la cytoponction bénigne. Bénin un jour, bénin toujours. Bien sûr qu'il y a des exceptions, le risque zéro n'existe pas, mais ce sur quoi reposent nos pratiques, quand tout a été bien fait, c'est ça, un nodule bénin ne se transforme pas, dans l'immense majorité des cas, en cancer. Partant de là, on va se poser les 3 questions. Faut-il ou non traiter? Comment traiter? Et quand traiter? Faut-il traiter? Ben, c'est simple, ou bien il n'y a aucune raison de traiter. Et dans ce cas-là, on surveille pour voir si une des raisons que je vous ai dit apparaissent. C'est pour ça que le médecin régulièrement va surveiller si ça vous gêne, va surveiller le volume par l'échographie et va surveiller la TSH pour l'hyperthyroïdie. Pas besoin de refaire une ponction, sauf cas très particulier. Bénin un jour, bénin toujours. Ou bien il y a une raison de traiter. Et à ce moment-là, le médecin va sélectionner, selon des critères médicaux objectifs, les différentes options possibles pour le patient. Et une fois qu'on en a plusieurs, il va présenter les avantages et inconvénients au patient qu'il va choisir. Alors bien sûr, les techniques disponibles vont parfois influencer le choix du patient. Et peut-être qu'il va répondre oui à la question, il faut traiter, je vais traiter mon nodule parce que la technique le satisfait, ou non parce que la technique ne le satisfait pas. Mais globalement, la première question à se poser, avant de savoir ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose? Alors, la réponse à la question comment traiter, elle a été répondue, comme vous le voyez, dans un consensus qui a eu lieu en 2022. Un consensus, c'est vraiment quand il y a tous les soignants qui se mettent ensemble, qui regardent les données scientifiques et qui discutent de leur expérience pour dire voilà comment on devrait faire. Ce n'est pas la vérité absolue, mais au moins ça veut dire qu'on est tous d'accord, qu'il y a un consensus là-dessus. Alors, je ne vais pas vous le détailler, bien sûr, mais vous voyez qu'en fonction de divers éléments, d'accord, on voit quand ou pas on fait la cytoponction et vous voyez que la chirurgie, l'iode radioactif, la thermoablation ou les médicaments se retrouvent sur ces tableaux. Alors justement, comment traiter? On a la chirurgie thyroïdienne qui peut consister soit à l'ablation de la moitié de la thyroïde, on en avait un lobe, ça s'appelle une lobectomie, soit toute la thyroïde, ça s'appelle une thyroïdectomie totale. L'iode radioactif, c'est quoi? C'est l'utilisation en fait de l'iode en petite quantité, mais qui permet en fait que l'iode se fixant sur les cellules malades va détruire les cellules malades et il ne se fixe pas sur les cellules saines, il ne va pas détruire les cellules saines. Tout ça avec une petite gélule prise une seule fois. Les techniques alternatives que sont la thermoablation dont on parle aujourd'hui et sa petite sœur pour les nodules liquides qu'on appelle l'alcoolisation, et tout simplement la surveillance active, c'est-à-dire tout simplement surveiller. En tout cas, je le répète, c'est le médecin qui donne tous les éléments objectifs au patient, mais c'est le patient qui fera le choix final en fonction d'éléments que le médecin n'a pas à sa disposition. Je ne vais pas vous dire que c'est le choix entre iPhone et Samsung, mais pas loin. Enfin, quand traiter, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, on a le temps. La plus grande erreur en matière de thyroïde, c'est de se précipiter. Alors, il y a des exceptions. Si on veut, par exemple, une thermoablation en un temps, il ne faut pas laisser le nodule trop grossir, sinon on ne pourra pas tout détruire. Si on a une hyperthyroïdie, il ne faut pas la laisser ronger les os et le cœur trop longtemps. Mais on a des médicaments qui permettent de traiter, d'équilibrer la thyroïde et de laisser le temps au patient. Si on a un cancer sans ganglion, parfois, je vous l'ai dit, on peut même le faire surveiller. Et si on ne sait pas vraiment ce que c'est, on peut le faire surveiller aussi. On peut se donner le temps d'autres examens et de surveiller. Les études nous ont montré que c'est très rare qu'on se dise ah, j'aurais dû faire ça plus tôt. Non. Voilà, c'est du cas par cas. Mais dans la grande majorité des cas, on peut se laisser le temps tant que ce n'est pas de la procrastination. Donc voilà, une fois tous les examens terminés, on dispose de tous les éléments. Mais maintenant, si on confronte ce que je viens de vous dire à la réalité, voilà, on se rend compte que je suis peut-être un petit peu bisounours dans mon approche, mais j'ai bon espoir que ça finira par se répandre partout, parce que peut-être que certains qui m'écoutaient n'avaient pas vraiment eu cette expérience-là.
En fait, ce qu'on sait, c'est que la situation s'est aggravée parce que l'incertitude, c'est un signe des temps, est de plus en plus insupportable. Et donc, qu'est-ce qu'on opère aujourd'hui? On n'opère pas des thyroïdes, on opère l'incertitude. Parce qu'on a deux problèmes. Actuellement, ce qu'on a constaté, c'est que le diagnostic n'est pas fait et on opère pour enlever l'incertitude. On sait qu'aujourd'hui, malgré ces recommandations, 20% des patients se font opérer sans avoir eu d'échographie et 50% sans avoir eu de cytoponction. Le discours, comme ça, on sera rassuré. Oui, mais qui sera rassuré? Et à quel prix? Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a trop poussé le diagnostic sur des nodules qui ne le justifiaient pas. Et on opère pour enlever quoi? L'incertitude évolutive. C'est-à-dire, ah ben on sait que c'est un cancer, mais ah oui, on nous dit que ça évoluera pas, mais comme on n'est pas sûr, on va quand même opérer. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a eu lieu il y a 7 8 ans, pendant l'été, il y a cette étude qui est sortie dans un journal de médecine très connu sur l'épidémie de cancer thyroïdien. Ça a été repris dans Science et Avenir. Et en fait, on se rendait compte que l'épidémie de cancer de la thyroïde observée était due à ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire à trop vouloir chercher ce que sont les nodules sans même se poser la question si savoir ce que c'est allait rendre service aux patients. Mais déjà, il y a 20 ans, il y a un grand professeur de chirurgie qui écrivait ça dans un journal médical. On ne peut que s'étonner de l'inflation des demandes auxquelles nous sommes confrontés concernant les thyroïdectomies. Pourquoi ces malheureuses thyroïdes sont-elles en voie de succéder aux utérus dans la rubrique des organes en péril? Donc, vraiment, il en avait pris conscience il y a 20 ans, il trouvait que c'était énorme. Donc, regardez ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la courbe des cancers. Au fur et à mesure, on s'est mis à les diagnostiquer. Bah, vous voyez qu'en France, ça a bien monté. Mais il y a un pays où le dépistage a été au maximum, c'est la Corée du Sud. Et regardez vraiment l'élévation absolument gigantesque du nombre de cancers opérés à tel point que le ministère de la Santé coréen a dit arrêtez de les dépister parce que finalement, ça n'a pas changé la mortalité par cancer, mais ça a grevé l'économie, ça n'a pas amélioré la santé des gens, sûrement au contraire. Donc vous voyez que toujours savoir ce que c'est, toujours vouloir le traiter, n'est pas forcément signe de bon sens et de bonne santé. Donc vous voyez, autant ça a monté le nombre de cancers diagnostiqués, mais vous voyez que la mortalité n'a pas bougé. Alors on en revient au cas de Marie. Ce nodule, il est bénin. Après 2 cytoponctions, et finalement, Marie, bah, elle va rentrer dans le box des accusés de ce qui arrive au nodule d'habitude. Et là, la plaidoirie habituelle entre en jeu. C'est des choses qu'on constate tous les jours, que mes patients m'ont rapporté tous les jours. On va dire, votre nodule, il est volumineux. L'avocat de la défense va dire, oui, mais il est bénin. Est-ce qu'il est vraiment bénin? Parce que la cytoponction, elle n'est pas fiable. Vous savez, des fois, on peut mettre l'aiguille à côté du cancer. Souvent, mes patients m'ont dit qu'on leur a dit ça. En fait, c'est totalement faux. Un cancer, un nodule malin, il est constitué d'une seule cellule qui s'est multipliée à l'infini. C'est ce qu'on appelle en jargon scientifique monoclonal. Ça veut dire que c'est la même cellule multipliée où que vous mettiez l'aiguille. On ne peut pas passer à côté. Ou alors, pareil, c'est des exceptions tellement exceptionnelles qu'on ne peut pas en faire une règle. Est-ce qu'il va rester? Oui. Bénin un jour, bénin toujours. Oui, mais il grossit. C'est normal pour un nodule, même bénin, s'il est bien nourri, s'il a pu parvenir au stade où on l'a trouvé, on l'a senti, c'est qu'il peut continuer à évoluer, alors même qu'il est bénin. Alors, ils vont dire, oui, mais il devient gênant. On doit traiter quelqu'un dès qu'un nodule est gênant. Non. D'abord, est-ce que c'est lui qui gêne vraiment? Et c'est au patient de dire s'il est assez gênant pour traiter ou non. Il vaut mieux opérer un sujet jeune. Non, il n'y a pas de limite d'âge pour opérer. Opérer coûte moins cher que surveiller. Avec une échographie tous les 2 ans, opérer coûte moins cher que surveiller. Et là, ils vont me dire, seule la chirurgie enlève le nodule à 100%. C'est vrai, mais est-ce que c'est le nodule, la maladie, ou pas? Non, on ne traite pas parce qu'il y a un nodule. On traite parce qu'il gêne, parce qu'il y a de l'hyperthyroïdie, mais pas parce qu'il y a le nodule, même si c'est lui le responsable. Généralement, de toute façon, le verdict, c'est on va opérer. Mais heureusement, la voix des patients commence à porter. Et la voix des patients, elle dit, excusez-moi, mais en tant que propriétaire du délinquant, j'ai 4 petites demandes à formuler quand même. Je ne veux pas qu'on m'enlève un organe qui marche. Je ne veux pas de cicatrice. Je veux garder le côté sans nodule. Et je ne veux pas prendre de la L-tyroxine toute ma vie. Alors, bien entendu, ça fait réagir, hein, parce que maintenant, ils se disent, c'est vrai que maintenant, ils ont leur mot à dire. Bon,
Allez, on va aller lui parler. Pas de problème pour la cicatrice, pour être rassuré, hein. On ne la verra plus dans quelques années. Oui, enfin, j'ai 26 ans et je ne veux pas passer ces quelques années avec un col roulé. Et je ne pourrais pas quand même garder la moitié de ma thyroïde. Non, depuis 20 ans, on nous a prouvé que la thyroïdectomie totale était plus sûre. Pas besoin d'y retourner. Oui, mais j'ai quand même lu sur Internet qu'on pouvait manquer de calcium après. Non, un peu d'un alpha et c'est bon. Si vous saviez ce que c'est que de gérer une hypoparathyroïdie, qui est ce dont on parle là, on préfère éviter. Ah, et puis on m'a dit que ma voix risque d'être modifiée et je chante dans une chorale. Pas d'angoisse, ma petite dame. Avec la surveillance du nerf récurrent, il n'y a plus aucun risque. C'est faux. Et pour les hormones thyroïdiennes, bon, c'est rien, prendre un comprimé tous les jours pendant 70 ans, c'est simplissime. Oui, voilà. Alors là, en général, je pense que sur le forum de Vivre sans thyroïde, on fera un léger sourire à cette phrase, pourtant souvent entendue. De toute façon, les patients, ils savent dire maintenant, mais moi, je ne veux pas. Non. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a un avènement en médecine aujourd'hui, c'est que dans tous les journaux, dans toute la littérature, on voit aujourd'hui que les patients prennent la parole. Et je pense sincèrement qu'on ne peut pas raisonner objectivement sans intégrer le point de vue du patient et qu'à efficacité identique, il est de bonnes pratiques d'opter pour le traitement qui sera le mieux accepté. Alors, pourquoi la thermoablation finalement? Pourquoi les patients optent pour la thermoablation? Il y a des Autrichiens qui ont posé la question. Mon intime conviction, c'est qu'un mauvais vécu vient souvent du fait de ne pas avoir le choix. Mais que quand tout a été fait pour éviter la chirurgie, mais que c'était le choix de la raison d'opérer, d'accord, et que ça a été bien accompagné, j'ai beaucoup de patients qui l'ont très bien vécu. Donc on en revient à cette question de choix. En tout cas, que disent les patients pour la thermoablation? La moitié, c'est la légitimité de mettre le droit que nous avons tous à une intégrité corporelle, à garder nos organes dans la balance bénéfice-risque, sans avoir à se justifier. C'est-à-dire des patients qui disent, mais moi, je veux garder ma thyroïde. Quand j'entends qu'on leur a répondu, bah, pourquoi? C'est l'intégrité corporelle. C'est aussi le retour de balancier sur la thyroïdectomie totale rassurante et surtout de dire que l'hormonothérapie à vie est dite facile. On a vu ce qui s'est passé en France avec le lévothyrox, on pourrait en parler des heures. Il y a énormément de facteurs, pas seulement au niveau des excipients. Ça a révélé beaucoup de choses. En tout cas, on voit que ça n'est pas facile. Et dans le monde entier, 15 à 30 % des gens sous supplémentation n'ont pas forcément la vie facile, même s'il y a des solutions. Et surtout, les autres disent, bah, c'est pour éviter les contraintes de la chirurgie. Alors, la thermoablation, vous allez me dire, enfin, il y vient. Mais vous comprenez pourquoi j'ai fait tout ce préambule. C'est quoi la thermoablation? C'est la destruction par la chaleur. C'est une technique efficace, mais c'est une technique radicale. C'est de la destruction de tissus et c'est à ne mettre qu'en des mains expertes. Parce qu'un accompagnement expert est indispensable avant pour poser tout ce diagnostic dont je vous ai parlé et préparer la procédure. Pendant, parce qu'il y a une maîtrise technique, bien sûr, indispensable à avoir, et après, pour assurer le service après. Nul ne peut imaginer de l'utiliser sans une expertise échographique et interventionnelle que les praticiens que vous allez voir se doivent de justifier. Pareil, on l'a mis dans les recommandations. Alors là, vous avez une diapositive qui résume un peu les indications et les contre-indications finalement. Donc vous voyez que c'est une technique pour les nodules bénins prouvés par 2 cytoponctions ou des nodules dans un goitre ou les petits cancers de moins de 12 mm. On l'a mis dans le consensus, donc on commence à traiter des petits cancers de la thyroïde avec la thermoablation. Tout ce que je vous dis fait bien sûr partie du consensus et c'est discuté en centre spécialisé. D'accord? Alors, ça commence par une consultation dédiée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assure que tout le diagnostic a été fait et on complète les éléments du diagnostic si besoin. On revoit les différentes options thérapeutiques. Il y a des gens qui sont étonnés. Ils viennent me voir pour une thermoablation. Je leur dis, donc il y a la chirurgie, il y a l'iode radioactif, parce que je veux être sûr qu'ils ont eu accès à des informations loyales permettant de comparer directement les différentes options qu'on leur propose. Et je pratique ce qu'on appelle une échographie de repérage. Puis on explique et on remet par écrit ce qu'on appelle le consentement éclairé, les informations sur la procédure elle-même, son efficacité, les complications et le suivi. Alors, pourquoi on repère? Je vais vous faire
juste un petit exposé d'anatomie du cou, parce que c'est là, voilà, ça c'est la thyroïde quand on la voit à l'échographie. Ça c'est la trachée, ça c'est les vaisseaux du cou. Et vous voyez que s'il y a un nodule ici, ben, on va finalement travailler tout près de zones qui ont des structures quand même assez sensibles. Et en particulier, c'est dans cette zone-là que se cache le nerf qui commande les cordes vocales, qui commande la voix. Donc, vous voyez pourquoi on a tout intérêt à bien repérer les choses avant. Là, par exemple, j'ai fait ce repérage chez un patient que j'ai vu la semaine dernière. Voilà son nodule, ici à sa carotide. J'ai pu voir ici, par exemple, qu'il y avait un petit vaisseau, ce qu'on appelle une veine jugulaire antérieure, sur le trajet que j'allais utiliser. Donc, c'est bien que je sache qu'elle est là pour l'éviter. Ici, vous avez des voies nerveuses au niveau du cou qui, quand on les touche, peuvent faire chuter la paupière et donner ce qu'on appelle en médecine un Claude Bernard Horner. C'est un œil où la paupière chute et qui part en arrière. Le nerf vague qui est ici à côté de la grosse artère carotide qui fait des malaises vagos. Donc, je peux voir qu'un petit vaisseau est sur le trajet, que le ganglion est loin de la zone où je vais travailler et que le nerf vague est loin, mais que la zone où il y a le fameux nerf qui commande les cordes vocales est pas loin du nodule et que voilà, il y a une petite bande qui est ici qui va la protéger. Donc voilà ce que je me dis quand je fais cette échographie. Ensuite, pour moi, c'est très important d'expliquer la procédure aux patients comme si vous alliez y être. Donc, je leur dis qu'on les installe dans la salle, qu'on pratique une anesthésie qui est double. D'abord, une anesthésie locale, mais également ce qu'on appelle une sédation consciente. C'est un état entre deux eaux qu'on peut obtenir par de la chimie, mais aussi par de l'hypnose ou de la musique. Un peu cet état où on est au petit matin, quand on se rend compte qu'on rêve, mais qu'on est quand même un peu conscient. C'est un état où je peux faire parler les gens ou leur poser des questions sur leur douleur, mais à la fois où je sais qu'ils ne se souviendront pas de leur douleur. On pratique parfois ce qu'on appelle une hydrodissection. Quelquefois, on va mettre du glucose glacé, je vous montrerai, pour écarter le nodule de la trachée, comme vous avez vu, et protéger ainsi, aussi bien par le froid que par la couche de liquide, les structures comme la trachée ou le nerf des cordes vocales. Et quelquefois, si le nodule est gros, je vais marquer avec un petit feutre les différents points d'entrée que je programme de faire. Puis, on va évacuer les zones liquides. Alors maintenant, la procédure en elle-même, comment ça se passe? En fait, voilà, vous avez la thyroïde vue en coupe comme ça et l'électrode qu'on utilise pour produire de la chaleur. Et en fait, vous voyez, on va aborder la thyroïde par le centre. Et le fait de faire ça, il y a la trachée qui protège le nerf. Donc, en arrivant comme ça, plutôt qu'en arrivant comme ça, on sait que ça va être impossible techniquement pour nous de toucher le nerf qui commande les cordes vocales ici. Donc, on évite la zone danger, on évite les vaisseaux. Et on brûle à chaque fois une petite portion de tissu. Et on va traiter comme ça, de bas en haut. On va se balader dans le nodule pour le brûler au fur et à mesure sur une petite zone très bien définie. Qu'est-ce que j'explique aux patients sur l'efficacité? Que globalement, on ne détruit pas entièrement le nodule. Alors on peut être déçu en disant, mais il va en rester, oui, il va en rester comme une souche reste après qu'un arbre est brûlé. Mais on arrive à réduire de 75% le volume et chez 85% des patients à enlever plus de 50%. Mais ce qui compte, c'est pas ça, c'est les symptômes, c'est la plainte, c'est ce qui gênait la personne au début. Et on voit que 90% des gens, leur gêne compressive, quand ça les gênait, ça s'en va. Au niveau esthétique, qui est un petit peu plus subjectif, chez 60 à 90% des gens. Alors, on a des repousses dans 10 à 30% des cas, souvent soit liés à l'expérience de l'opérateur, soit parce que c'était un très gros nodule. Et passé une certaine taille, je préviens les gens qu'il faudra peut-être une deuxième procédure. Quant à l'hyperthyroïdie, il y a des nodules qui donnent de l'hyperthyroïdie. Et bien, ceux-là, plus ils sont petits, plus le résultat est spectaculaire. S'ils font moins de 5 millilitres, 100% d'efficacité. C'est très rare en médecine. Moins de 15 millilitres, 90%. Et vous voyez que passer 15 millilitres, ça n'est pas une bonne technique. Donc, c'est les résultats que nous avons avec mon mentor, le docteur Montpessen, qui est aussi l'auteur de l'histoire de Marie et du tribunal, que nous avons publié. Ça a été la première étude française dans la littérature internationale il y a 4 ans. Et on retrouve ce chiffre de 70%, 75% de réduction de volume. Là, on était à 18 mois.
Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les complications? Parce que ça, c'est souvent ce que les gens veulent savoir, c'est les complications. Alors, la douleur, elle se maîtrise, mais les deux complications les plus courantes, c'est ce qu'on appelle la dysphonie, les atteintes de la voix, et la rupture nodulaire, qui est une complication bien particulière, mais vous verrez pas trop grave. Donc, il y a des complications majeures de la thermoablation, c'est une technique radicale. Des lésions de la trachée, des hématomes qui compriment ou des atteintes de la voix définitives, mais elles sont extrêmement rares. Celles qui sont mineures, entre 0,1 et 4%, c'est les fameux troubles de la voix, la rupture nodulaire et le fameux Claude Bernard Horner quand la paupière chute, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, on a des effets secondaires, les gonflements, les douleurs, les bleus de surface ou la fièvre, qui, elles, sont assez classiques, je dirais, quand on intervient d'une façon comme celle-là, et qui ont bien sûr leur traitement ou leur prévention. La douleur, pour moi, c'est une histoire de confiance et de froid. C'est d'avoir bien compris la procédure, c'est d'être en confiance avec le médecin qui va la pratiquer. C'est d'avoir pu poser toutes ces questions, savant que de mon expérience, les plus bêtes, c'est souvent les plus pertinentes, et d'avoir un petit patch d'EMLA qui est posé avant. Pendant, on a donc l'anesthésie locale, ce qu'on appelle la sédation consciente, et la fameuse hydrodissection avec du liquide froid dont je vous ai parlé. Après, le grand miracle pour moi, c'est la poche de petits pois congelés. Ça dure plus longtemps et c'est plus efficace que les petites billes bleues de la pharmacie. Donc, en général, là où je travaille, il y a un Carrefour Market qui est juste en face. Je leur dis, allez acheter une poche de petits pois congelés et gardez-la le plus longtemps possible. Quelquefois, ils n'ont même pas besoin de prendre de Doliprane. Les troubles de la voix, donc en fait, il faut savoir que vous avez la thyroïde ici et vous voyez le nerf de la voix, il passe juste derrière, dans cette zone-là, et en plus, dans la majorité des cas, on ne le voit pas. Donc oui, que ce soit en chirurgie, en thermoablation, il y a un risque sur la voix. En plus, ce nerf, il évite aussi les fausses routes. Donc ce risque existe, même avec la meilleure technique, même avec le meilleur praticien. On va donc chercher toujours le compromis entre efficacité et sécurité. Et les gens où vraiment la voix est hyper précieuse, on va préférer éviter de traiter cette zone-là. D'accord? Des fois, ça peut suffire, mais des fois, sinon de se dire, on le fera lors d'une deuxième procédure. Heureusement, la plupart des atteintes de la voix sont réversibles. Donc, pourquoi ça se produit? Parce qu'on travaille à côté de cette fameuse zone et il arrive des fois que la chaleur suive un chemin différent. Ça peut même arriver avant qu'on commence la procédure à cause du froid ou de l'anesthésie locale qui touche le nerf. Ça peut arriver pendant la procédure à cause de la chaleur. Ça peut arriver quelques heures ou quelques jours après, alors que la voix était claire, juste après, soit parce que le nodule il grossit, il durcit après avoir été cuit, c'est de la viande trop cuite, et il appuie à ce moment-là, ça fait ça. Ou bien parce que l'inflammation est retardée, ou une autre cause indépendante, on peut très bien avoir un virus, hein, une laryngite, quelques jours après la procédure. Ça peut même arriver quelques semaines après, pour d'autres raisons, dont la fameuse rupture. Alors, comment on reconnaît? Bah, c'est simple, la voix est étouffée et on doit forcer la voix. Là, à chaque fois, j'appuie sur le fameux nerf qui est très accessible. Et d'autre part, autant on mange normalement, mais quand on boit des liquides, bah, il y a des fausses routes. C'est comme ça qu'on reconnaît cette atteinte. Donc, généralement, on la confirme en voyant que la corde vocale est bloquée auprès d'un ORL phoniatre. Mais on a développé, parce que ce n'est pas évident, ils ne sont pas tous disponibles immédiatement, l'échographie du larynx. Et vous voyez ici, on peut très bien voir en échographie les cordes vocales bouger. Donc, comment on peut empêcher ces troubles de la voix? Déjà en utilisant la technique que je vous ai dite, qui évite de toucher le nerf des cordes vocales. Sinon, vous avez l'hydrodissection. Ici, vous avez une trachée. Ici, vous avez un nodule. Et là, vous voyez que j'introduis avec une aiguille. Ici, ce qui arrive en noir, c'est du glucose glacé. Vous voyez que je décolle le nodule et que je le sépare de la fameuse zone danger pour protéger de la chaleur que je vais appliquer au nodule. Ainsi, le nerf va baigner dans le froid à l'abri de la chaleur. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'anesthésie générale, qu'on fait une sédation consciente, parce que je teste la voix de mes patients régulièrement durant toute la procédure. Et à la fin de la procédure, je fais la fameuse échographie du larynx. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est l'échographie d'un rire.
J'ai réussi à faire rire mes patients quelquefois en fin de procédure. Des fois, je raconte n'importe quoi. Et donc, je trouve ça très joli d'avoir l'aspect échographique d'un rire. Et enfin, d'éviter la compression. C'est pour ça que je fais mettre la poche de petits pois congelés. C'est comme quand on a pris un coup pour éviter que ça gonfle. De mettre la poche de petits pois congelés. Je donne un peu de cortisone pendant quelques jours pour éviter que le nodule traité ne gonfle trop et n'appuie sur le nerf des cordes vocales. Sinon, pour traiter, qu'est-ce qu'on fait au moindre doute? On va stopper la procédure, injecter du glucose glacé dans la dernière zone traitée avec quelquefois un peu de cortisone, voir si la corde vocale est bloquée et prendre au plus tôt l'avis d'un phoniatre avec des séances d'orthophonie précoces. Sachant que quelquefois, si le trouble se prolonge trop, moi ça m'est arrivé 2 fois, on peut tout de même injecter ou faire des petites choses dans la corde vocale pour redonner la voix. Ça, les phoniatres ont des merveilleuses techniques de traitement derrière. L'autre complication, c'est la rupture nodulaire que j'appelle l'enquiquineuse. Normalement, comme vous l'avez compris, le nodule, il devrait devenir dur comme de la viande trop cuite. Mais il arrive que parfois, en fait, il ne vient pas de la viande trop cuite, il se liquéfie. Et le liquide, ce n'est pas compressible comme du tissu. Essayez de comprimer une bouteille d'eau, au bout d'un moment, vous n'allez pas y arriver. Et donc, la pression va augmenter et il va se percer comme se perce un bouton d'acné, libérer du liquide qui produit une inflammation. Inflammation qui n'est jamais microbienne, qui n'est jamais bactérienne, de tout le tissu autour de la thyroïde. Et en fait, le risque, c'est que cette inflammation, qui met les tissus sous pression, elle veuille se percer à la peau. Et donc de devoir mettre des pansements pendant 1 ou 2 mois. Donc en soi, ce n'est pas grave, mais c'est quand même très enquiquinant. Ce qui est surtout enquiquinant, c'est qu'elle est imprévisible. 1 à 5% des cas. Et elle survient à froid, 2 semaines à 2 mois après la procédure. C'est pas bien pourquoi. On peut que la diagnostiquer au plus tôt. Donc je remercie mon ami Gilles Russe d'avoir fourni ces images. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, sur l'échographie, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est percé. Là, il y a le nodule, et vous voyez ici, il y a un trou, et ça s'est percé sous la peau. Donc, ça peut des fois donner des images très inquiétantes, comme ces petits morceaux de tissu qui tirent la langue, mais qui en fait se rétractent toujours à l'intérieur. Et l'avantage de Smile pour le bien, c'est que les nodules font très vite. Donc, ce que je dis toujours à mes patients, c'est comment on la reconnaît. Au bout de 7 jours, tout a dégonflé, la peau est normale et il n'y a plus de douleur. Passé ce délai, si jamais on a une sensibilité ou une douleur, même modérée, un gonflement, même petit, ou la peau rose, même un peu, il faut tout de suite me contacter. Après, sinon, ça arrive, on a plus rarement la perforation, le trouble de la voix ou même des crachats noirâtres, d'accord? Mais c'est surtout de le traiter au plus tôt avec de la cortisone pendant 3 4 semaines. Plus on l'étouffe dans l'œuf, plus tout se passe à l'intérieur, plus on ne s'en rend même pas compte. Donc en soi, elle n'est pas grave, mais le but est d'éviter les perforations et 1 mois de pansement. Donc le seul avantage, c'est que le nodule fond vraiment à vitesse grand V. Pour terminer, finalement, ce tour d'horizon, je vais vous emmener au cœur de la procédure, je vais vous emmener le jour J. Une procédure de thermoablation, c'est comme une partition de jazz. C'est très bien codifié, mais il faut savoir parfois improviser en fonction de ce qui va se passer. Donc, c'est la préparation, c'est votre préparation à vous, patients, celle du praticien, du matériel et de la salle. C'est les gestes qu'on a vus ensemble, les antidouleurs, la fameuse hydrodissection, le sérum glacé qui va séparer le nodule de la trachée, le marquage au stylo, la thermoablation quand même, et les derniers conseils avant la sortie. Donc, préparez le patient. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà, je l'ai dit gentiment. Vous voyez qu'il y a une bonne ambiance. Quand je suis dans un état, je suis inconscient. Je laisse pas toutes les zones. Alors, je ne peux pas être touché. J'ai mal et je me retrouve. Ce qu'il va y avoir, même s'ils l'ont déjà dit, même si c'est très rassurant. Je vous rassure, j'évite d'être dans cet état-là et tous les praticiens ont leurs petits trucs pour se détendre avant. La douleur, donc le but bien sûr, c'est d'empêcher la douleur avec tout ce qui peut y contribuer. Soit le patch d'EMLA, il y a l'anesthésie locale bien sûr, il y a la sédation consciente, il y a aussi l'hypnose
il y a l'utilisation de la musique, l'ambiance dans la salle. Chaque praticien a sa technique et n'hésitez pas à discuter avec votre médecin ou votre anesthésiste pour savoir quelles techniques sont utilisables. Donc, voilà comment se passe une anesthésie locale. Donc, comme vous voyez ici, je suis dans la salle, je guide tous mes gestes avec une échographie. Voilà, et j'introduis une aiguille. Et là, on utilise de la xylocaïne, ce qui est ce que le dentiste utilise aussi pour anesthésier vos dents. Et on le met autour de la capsule de la thyroïde. Pourquoi la capsule? Parce qu'à l'intérieur de la thyroïde, il n'y a pas de nerf. Donc, il n'y a pas de douleur. La douleur, elle se passe autour. Donc là, vous voyez, on voit le liquide qui se glisse. On le voit ici aussi, autour de la thyroïde. Après la fameuse hydrodissection dont je vous ai parlé, donc là, on va le voir également, on va mettre du glucose glacé autour de la thyroïde. Et là, vous voyez une très belle panne de courant qui a eu lieu. Quand je vous disais qu'il faut improviser comme une partition de jazz, heureusement, on a des outils qui ont des batteries et qui permettent de continuer. Et là, donc, vous voyez la protection du nodule vis-à-vis de la trachée. Ensuite, on fait donc la fameuse thermoablation. Donc, voilà à quoi ça ressemble, ce que nous voyons sur l'écran. Donc là, il y a une partie du nodule qui a déjà été brûlée. Vous voyez que j'introduis cette électrode. Vous voyez que la personne ne surssaute pas alors qu'elle est consciente, grâce à une bonne anesthésie locale. Vous voyez ici qu'on voit l'aiguille qui a pénétré dans le nodule. Et vous allez voir à gauche comme à droite un petit point blanc. C'est en fait les gaz de combustion. Ce que vous entendez, c'est le bruit du circuit de refroidissement. Ici, on va voir au bout d'un petit un petit point blanc qui va apparaître, que vous voyez ici. Donc ça, c'est les gaz de combustion qui vous montrent un petit peu que les nodules brillent, comme on l'a vu sur le dessin tout à l'heure, et on voit bien ce qui n'a pas encore été traité. Et c'est traité. Le suivi après la procédure, donc juste après la procédure, on interroge sur la douleur, sur la voix, sur les yeux, qu'il n'y ait pas de chute de la paupière. On regarde si on a bien traité tout le nodule, on regarde comment bougent les cordes vocales, et on donne comme conseil la poche de froid, et sur les fameux signes de rupture nodulaire, au bout de 7 jours, ça va dégonfler, mais si jamais ça regonfle, ça devient sensible ou un peu rouge, là, vous nous appelez tout de suite. Dans les 2-3 mois suivants, on va assister à la disparition de la gêne, éventuellement à la survenue d'un trouble de la voix ou d'une rupture nodulaire dont on aura prévenu les gens. On va refaire une échographie, on va refaire une prise de sang, et le suivi va se faire tous les ans. On considère aujourd'hui à peu près que 7 ans après, si ça n'a pas repoussé, ça ne repoussera jamais. Et je vous livre en conclusion quelques paroles de patients. Merci d'y avoir cru. Au fait, le nodule, il n'était pas trop près de ma thyroïde. Vous avez beau expliquer des fois, mais ça montre qu'il faut expliquer encore plus précisément. J'ai eu une patiente avec une rupture nodulaire et un trouble de la voix pendant 3 mois. J'étais dépité, je m'en voulais, je culpabilisais et je n'oublierai jamais qu'elle a pris sa main, elle l'a posée sur mon poignet, elle dit: Docteur, je regrette rien, je ne prends pas de lévothyrox et j'ai pu garder ma thyroïde. J'en ai un autre qui m'a dit: Docteur, mon radiologue est déçu, le nodule n'a diminué que de 60%, mais je sens plus rien, je remets des chemises et des cravates et ça fait 3 ans qu'il ne bouge plus. Et j'ai même eu, vous ne faites pas ça pour les bourrelets au ventre par hasard. Authentique. Voilà, et je voulais quand même rendre hommage, même devant vous les patients, aux personnes qui ont initié ça, le docteur Jean Tramaloni, le docteur Hervé Montpessène, qui est mon mentor, mon maître Jedi, le professeur Papini en Italie. Ça, ce sont tous les premiers pionniers de la thermoablation, on est tous de grands amis. Moi, j'ai été formé par mon maître, j'ai le plaisir de transmettre à mon tour. Et vous voyez, ça date d'avant-hier. C'est quelque chose qui se transmet à tel point que nous avons créé une association qui, pour la première fois, réunit tous les praticiens francophones et bien sûr notre ami Béate fait partie des membres fondateurs et les patients pour que se développent ces techniques, pour que se développe le choix pour les patients et que votre santé mérite l'avènement de ces nouvelles mentalités en médecine. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions.